Alors sur, les techniques d'évaluation de la matière imposable, hem, juste quelques éléments documentaires. Une petite vidéo, très, très, très dynamique, et de courte durée, 2 minutes 30, qui a été publiée sur, France Info en novembre 2018. Jusqu'où peut aller le fisc pour contrôler votre situation? C'est, un résumé très, très intéressant. Et puis, quelques références, hein, du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, que je vous donne. On y reviendra, hein. Vous pouvez éventuellement, si vous avez, un peu de temps, jeter un coup d'œil à ces articles. Vous trouverez le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, sur le site legifrance.gouv.fr. Vous ouvrez l'onglet, code et puis vous avez, les 70 codes, en vigueur ou un peu plus. Et donc vous pourrez consulter, le code général gratuitement et à jour, sans difficulté, mais on y reviendra ensemble. Alors je vous propose de terminer cette diapositive sur les techniques d'évaluation des revenus, la matière imposable aux impôts sur les revenus, par, l'examen, le survol de 2 méthodes particulières, 2 cas particuliers, dans ces techniques d'évaluation. Ce sont des 2 méthodes qui interviennent en complément ou, le plus souvent en alternative aux déclarations des contribuables. Ce sont, les méthodes forfaitaires et indiciaires, donc on va survoler ça, rapidement. Donc la méthode forfaitaire, on va voir le principe et puis quelques applications assorties, d'exemples. Alors le principe est relativement simple. La méthode forfaitaire, c'est une technique d'évaluation simplifiée des revenus dans laquelle, l'assiette imposable n'est pas déterminée directement, mais elle est déterminée indirectement par référence à une estimation de l'activité du contribuable. Autrement dit, on va essayer de faire, court, le fisc va essayer de faire, court et simple, en particulier, lorsque l'assiette imposable apparaît, soit très complexe, enfin à la fois très complexe, avec des revenus qui peuvent être aléatoires et surtout qui portent sur des sommes, assez faibles. C'est-à-dire qu'au fond, le risque de se tromper pour le fisc est très faible, les conséquences plutôt d'une erreur sont très faibles et donc l'idée c'est de rechercher quand même l'efficience, c'est-à-dire de ne pas perdre trop de temps, à mettre en œuvre des moyens énormes pour des sommes très, très faibles. Donc là, je rappelle le principe de la méthode. C'est une technique d'évaluation simplifiée des revenus dans laquelle l'assiette imposable n'est pas déterminée directement, mais elle est déterminée indirectement par référence à une estimation de l'activité du contribuable. Alors, par parenthèse, hein, on a déjà évoqué rapidement le fait que l'administration fiscale recherchait quand même l'efficience, hein, plus ou moins, c'est-à-dire quand la loi l'y autorise. C'est-à-dire que dans ce cas-là, hein, dans ce type de cas, avec cette méthode, le fisc va en général rechercher ou chercher à limiter les coûts de fonctionnement de l'impôt. Autrement dit, ne pas dépenser plus que les sommes qui sont à recouvrer. La méthode forfaitaire illustre bien cet aspect-là. Par parenthèse encore, c'est cette recherche d'efficience, hein, et d'efficacité globale aussi, qui distingue la fiscalité du droit, hein. En droit, on n'aurait pas ce genre d'aménagement, donc ça se passerait pas comme ça. Vous êtes dedans, vous êtes dehors, mais il y a pas trop de souplesse en principe. Alors les applications. Heu, dans la méthode forfaitaire, il faut distinguer selon qu'elle est appliquée à la totalité de l'assiette imposable, en particulier sur les revenus, hein, donc puisqu'on est dans ce concept, les cas où, la méthode forfaitaire n'est applicable qu'à une partie seulement, hein, de l'assiette imposable aux revenus. L'assiette imposable, à l'impôt sur les revenus. Alors l'application à la totalité de l'assiette, comment ça marche? Ben, en pratique depuis 1998, c'est une technique, c'est pour ça que je vais passer assez vite, qui est essentiellement limitée aux activités agricoles, qui réalisent un très petit chiffre d'affaires annuel. Alors vous imaginez, hein, la situation de l'agriculture avec un faible chiffre d'affaires, tantôt tantôt ça marche pas. Il y a différentes sources de revenus, hein, selon les différents, cultures ou les différents élevages, et cetera, donc c'est relativement compliqué.
Et de toute façon, ça rapporte pas beaucoup en termes de revenus et donc pas beaucoup en termes d'impôts. Donc, l'idée, ça a été de dire: «Bon, ben, OK, on va mettre en place, cette déclaration forfaitaire» qui va être donc négocié entre le contribuable et le fisc et puis, alors le contrat en quelque sorte négocié entre le contribuable et les fiscs va être, révisé, de manière périodique, hein, pas tous les ans mais assez régulièrement. Et ça permettra d'économiser un peu du personnel, pour ne pas avoir à se consacrer à ça. L'idée de base, hein, on retrouve bien ici le pragmatisme et la recherche d'efficience, hein, qui inspirent un peu les règles fiscales. C'est que, comme je l'indiquais tout de suite, hein, le coût administratif du recouvrement ne doit pas dépasser le montant, de l'impôt à recouvrer. Alors pour information, on reverra ça ensemble, hein, mais on a tout ça qui est réglé par les articles 64 et 69, hein, du code général des impôts, donc c'est cadré, hein, c'est pas l'administration fiscale qui prend des initiatives, il y a quand même un cadre légal qui est défini par le code général des impôts. Alors, deuxième possibilité à l'intérieur de cette méthode forfaitaire, donc soit on l'applique à la totalité de l'assiette imposable et pour résumer, ça ne concerne que les petits agriculteurs, soit on applique ça à une partie de l'assiette imposable, mais dans ce cas-là, ça peut concerner, tout le monde, enfin tous les redevables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Alors, on va retrouver des éléments d'évaluation forfaitaire, par exemple pour certains aspects des revenus ou du patrimoine, hein, qui interviennent dans la déclaration, des revenus. Alors, par exemple, pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le contribuable peut opter, hein, pour une évaluation forfaitaire, on est dans cette idée-là, de ses charges professionnelles. Ce sont les charges qui sont déductibles du revenu. Ou alors, il peut opter pour un calcul sur des bases réelles, et dans ce cas-là, il fournit les justificatifs. Pour, d'autres impôts, là, on sort un tout petit peu de l'impôt sur le revenu, mais cette technique, cette méthode forfaitaire s'applique aussi à d'autres types d'impôts directs. Pour les impôts fonciers, taxes d'habitation, impôts fonciers proprement dit, l'administration fiscale va procéder en général elle-même à une évaluation forfaitaire de la valeur des propriétés bâties ou non bâties. Et c'est cette valeur-là qui va servir d'assiette, hein, de base au calcul des impôts. Là aussi, il s'agit d'une évaluation, forfaitaire, d'un calcul a priori en quelque sorte. Alors, on poursuit dans les techniques d'évaluation des revenus avec une deuxième méthode, hein, donc après la méthode forfaitaire qu'on vient de voir, avec une deuxième méthode qui intervient le plus souvent en complément ou en alternative aux déclarations des contribuables, c'est la méthode indiciaire. On va voir rapidement, hein, très rapidement, d'une part la ressemblance qui peut exister entre ces méthodes et ensuite les différences entre ces deux méthodes. Alors, ressemblance d'abord, hein, pour l'administration fiscale, dans les deux cas, hein, méthode forfaitaire et méthode indiciaire, il s'agit d'évaluer indirectement l'assiette imposable. Que ce soit des revenus, hein, puisqu'on est dans ce cadre-là, nous plus particulièrement, avec l'imposition des revenus des entreprises, la fiscalité des revenus des entreprises, que ce soit des revenus ou que ce soit plus largement de la fortune. Et donc on va évaluer indirectement cette assiette imposable à partir du signe extérieur. Donc ça, c'est vraiment le point commun entre les deux méthodes. Alors pour cela, le code général des impôts va définir des éléments, hein, qui permettent de gérer, hein, cette évaluation indirecte, notamment à l'aide de barèmes, etc. Et la prise en compte, par exemple, d'éléments du train de vie. Alors, la différence entre les deux méthodes, elle se manifeste par essentiellement le but, qui n'est pas le même, et ça a des conséquences également sur la mise en œuvre, hein, je dirais, de ces méthodes. Alors sur le but lui-même, alors que la méthode forfaitaire constitue finalement une disposition qui est favorable aux contribuables. Comme je l'ai dit et je pense que vous l'avez compris ainsi, au fond, l'idée c'est qu'on va permettre de simplifier la vie, à la fois la vie bien sûr des contribuables, mais aussi celle des services fiscaux, avec une simplification qui va porter sur les modalités de déclaration, sur l'aspect global, etc. Il y a des petites sommes en cause. Par exemple, si je prends non pas la situation des agriculteurs, des petits agriculteurs, mais la situation de tout un chacun, si c'est trop compliqué pour moi de déclarer des frais professionnels, eh ben je peux déclarer ça de manière forfaitaire, ça évite tout un tas de calculs et tout le monde est d'accord.
Donc vous voyez, l'idée, c'est quand même avec la méthode forfaitaire, de mettre en œuvre un dispositif favorable aux contribuables, alors que la méthode indiciaire, dont on parle maintenant, elle est utilisée pour rechercher les fraudes liées à la sous-évaluation ou à une dissimulation intentionnelle des bases d'imposition, des assiettes. Par parenthèse, hein, on utilise, je rappelle, j'en profite pour rappeler qu'on utilise toujours la formule de base ici, hein, impôt égale assiette multiplié par taux d'imposition. En d'autres termes, si le contribuable, vous comprenez, et on l'a déjà vu ensemble, si le contribuable diminue son assiette imposable, ici son revenu ou son patrimoine, ben, il va diminuer les impôts. Et ça ne plaît pas vraiment au fisc. Alors partant de là, je ferme la parenthèse, hein, partant de là, l'administration fiscale va intervenir, ouvrez les guillemets, en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, fermez les guillemets. Ce sont les termes mêmes, hein, qui sont employés par le Code général des impôts, et l'intervention de l'administration fiscale va avoir pour but de rectifier tout simplement, de rectifier l'assiette imposable. Alors, dans ce cas-là, la méthode va être mise en œuvre de la manière suivante, hein. Soit l'administration fiscale va rectifier par elle-même, ok, soit elle en prend, quand je dis rectifier par elle-même, elle en prend l'initiative, soit la police, hein, une information de la police ou de la justice, par exemple, dans le prolongement d'une action pénale contre des activités illicites, va mettre en quelque sorte la puce à l'oreille aux services fiscaux, à l'administration fiscale qui va corriger en quelque sorte l'assiette imposable. Alors pour information et par curiosité, je vous suggère de lire les articles 168 et 1649 quater 0b ter du Code général des impôts. Donc, bah, si vous voulez, on regardera ça ensemble lorsqu'on aura un petit moment. Ces articles sont intéressants justement pour la mise en œuvre de cette méthode indiciaire. Bon, je reviendrai de toute façon, parce que c'est important et c'est un élément de notre cours, sur l'utilisation du Code général des impôts. On verra ça naturellement ensemble.